Avons-nous renoncé à la liberté? Invité ce lundi l'avocat François Sureau, il publie dans la collection Tracts de Gallimard Sans la liberté. Qu'est-ce qu'une société juste, écrit-il? Comment l'atteindre? Qu'est-ce qu'une société libre? Comment peut-on la défendre sans la faire disparaître? Devant nous, ces questions, non pas, si je puis dire, intactes, mais dégradées. Bonjour François Sureau. Bonjour. C'est la journée des derniers hommages, d'ailleurs, aujourd'hui, à l'ancien président de la République. Vous étiez, vous, un Chiracien, parce qu'on vous dit proche aujourd'hui d'Emmanuel Macron, hier de François Fillon, et avant, il y avait qui? En réalité, en politique, ça doit être un effet d'une filiation augustinienne qui tend à voir comment dire, le mal assez présent dans l'activité politique. Je n'ai jamais été vraiment proche de personne. J'ai pu avoir des relations personnelles avec tel ou tel homme politique au hasard de la vie, mais j'ai jamais été vraiment proche de personne. Donc j'étais en particulier sûrement pas chiracien, mais je voudrais dire une chose en me référant à Malraux qui disait que le contre n'existait pas. Alors c'est vrai que quand quelqu'un meurt, on assiste à une sorte de déferlement émotif à caractère nostalgique, mais quand même, il y a un ou deux rochers qui affleurent là-dedans. Je vais vous dire pourquoi Chirac restera pour moi. Il restera pour le discours prononcé par Villepin à l'ONU et pour le refus de l'intervention française en Irak. Il restera également parce qu'il a été le seul représentant, probablement le dernier représentant de la droite française, à ne manifester aucune complaisance intellectuelle ou pratique pour l'extrême droite. Et c'est d'autant plus frappant qu'après lui, non seulement la droite a donné dans ses excès, mais la gauche, puisque la gauche, quand elle était au pouvoir, a repris des attitudes, des dispositions, parfois des paroles, qui étaient en réalité des paroles qui venaient d'un camp pour lequel Jacques Chirac lui-même n'avait jamais manifesté aucune complaisance. Et au fond, je trouve que c'est un peu... oui, qu'il est légitime d'éprouver la nostalgie de cette partie du monde qui s'en va. Il était de la génération qui a précédé la vôtre, et vous revenez beaucoup sur les valeurs avec lesquelles vous avez grandi, François Sureau, Jacques Chirac. Je ne sais pas si vous avez un jour ensemble discuté de la question des libertés, mais est-il ou en a-t-il été le garant à travers sa fonction? Et si vous voulez, si je puis me permettre, je trouve que c'est une mauvaise question parce que J'adore. voilà, je trouve que oui, voilà, je trouve que c'est une mauvaise question parce que Vous commencez bien. elle est typiquement ce qui nous a conduit où nous sommes dans cet état relativement lamentable et dégradé des libertés. Nous autres Français, depuis Rousseau peut-être et peut-être depuis la Révolution française, nous pensons que c'est au gouvernement de garantir la liberté. Alors, de temps en temps, vous avez des gouvernements qui la garantissent bien, de temps en temps, vous avez des gouvernements qui la garantissent mal. Quand il se passe quelque chose de grave, comme en matière de terrorisme, ou quand il y a des émeutes, comme en matière de gilets jaunes, à ce moment-là, le gouvernement cède naturellement, parce que le premier devoir des gouvernements est de garantir la sécurité, et la liberté disparaît. En réalité, ça n'est pas au gouvernement de garantir la liberté, c'est à des mécanismes compliqués, qui sont des mécanismes constitutionnels, de séparation des pouvoirs, et c'est surtout à ce quelque chose d'absolument impalpable et invisible dont j'ai essayé de parler, et qui est en train de disparaître sous nos yeux, qui est tout simplement l'amour de la liberté. La génération de dirigeants à laquelle appartenait Jacques Chirac, qui est probablement le dernier chef d'État français à avoir combattu sous les armes, puisqu'il a fait la guerre d'Algérie, cette génération de dirigeants, d'une certaine manière, je ne sais pas si elle a garanti la liberté, mais il est sûr qu'elle avait été élevée dans une atmosphère générale où la question de la liberté s'était posée depuis l'avant-guerre à la société tout entière. La raison de se battre contre le nazisme, la raison de combattre, la raison d'accepter ou de refuser les indépendances coloniales, cette question de la liberté était partout présente dans le corps social. Alors, à partir de là, certains gouvernements ont mal agi, certains gouvernements ont bien agi, mais en tout cas, il n'y a pas, à part quelques déclarations malheureuses, à reprocher au gouvernement de l'époque de Chirac des violations de la Déclaration des droits d'une ampleur telle que celle que nous avons connue après qu'il ait quitté le pouvoir. Et ça, je ne l'impute pas simplement en quelque sorte à la malignité des hommes, mais à la disparition de ce climat général d'amour des libertés fondé sur l'épreuve générationnelle des drames du passé, climat qui est en train de s'effriter, de disparaître sous nos yeux. Vous étiez venu à la grande table il y a 2 ans exactement pour la sortie de votre essai Pour la liberté, répondre au terrorisme sans perdre raison chez Talandier, recueil de 3 plaidoiries prononcées devant le Conseil constitutionnel. 2017, la période était encore particulière, post-attentat. Vous rappeliez dans cet ouvrage que notre système de droit n'a pas été fait seulement pour les temps calmes, mais pour tous les temps. Avons-nous, 2 ans après, retrouvé raison ? Un tant soit peu. Non, je pense que nous sommes dégradés depuis cette période.
Et après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rechercher les raisons de cette dégradation. Parce qu'il y a une posture assez facile qui consiste au fond à se poser en défenseur des libertés et à critiquer des gouvernements naturellement liberticides. Tous les gouvernements sont liberticides. Cabanis dit très très bien dans un petit essai remarquable qu'il avait consacré au sacre de l'empereur Napoléon qu'au fond, le premier principe d'un gouvernement, c'est l'efficacité. Ils peuvent dire autre chose, naturellement, et ils disent autre chose. Mais leur premier principe, c'est l'efficacité. Donc le gouvernement par lui-même est porté, naturellement, à méconnaître les libertés pour toute une foule de raisons. Le problème se noue quand les forces adverses, les forces de résistance à cette action de tous les gouvernements deviennent insuffisamment fortes. Et ce qui me frappe dans les années qui viennent de s'écouler, c'est qu'elles ont été insuffisamment fortes à peu près partout. Au fond, la question de savoir s'il faut suspendre les libertés en période de terrorisme, à cause d'une sorte de théorie des circonstances exceptionnelles, est une question qui se pose sérieusement. Personnellement, je ne le pense pas pour la raison que vous venez de dire. Je pense que précisément notre système de liberté a été bâti pour tous les temps, parce que si on cesse de l'appliquer dans les temps difficiles, ça veut dire qu'en réalité, on n'y croit pas vraiment et que donc on perd toutes les raisons de le défendre. Mais c'est une question qui se pose, et d'ailleurs, il y a une théorie des circonstances exceptionnelles qui existe, une question qui se pose. Ce qui me frappe depuis, c'est que on a fini par étendre ce raisonnement consistant à tenir la liberté pour seconde et non pas pour première dans notre ordre politique et constitutionnel. On a fini par l'étendre à toute autre chose que la lutte contre le terrorisme. On a fini par l'étendre, avec la loi anti-casseurs, à des manifestations qui, pour violentes qu'elles aient été, celles des Gilets jaunes, étaient des manifestations qui procédaient simplement de la liberté constitutionnelle de manifester, qui est un droit du citoyen et qui n'a rien à voir avec l'action d'un terroriste. On l'a étendu ensuite avec la loi Avia à la répression des discours de haine sur Internet, comme si la possibilité de produire de la haine était une possibilité qui n'était pas consubstantielle à l'existence d'un citoyen libre. La haine n'est dangereuse que lorsqu'elle débouche sur la provocation à l'émeute raciale, sur la provocation au meurtre, sur la provocation au crime, sur la provocation au racisme. Mais l'expression de la haine en elle-même n'est pas considérée, ne doit pas être considérée comme quelque chose d'hétérodoxe. La République s'est fondée, nombre de chants de l'époque révolutionnaire en témoignent, sur ce qu'on appelle la haine des tyrans, et il ne serait pas venu à l'idée de personne de les proscrire. Donc ce qui est frappant, et ce qui s'est passé depuis la répression du terrorisme, c'est deux choses. D'abord, l'inclusion dans le droit commun de dispositifs répressifs quand même assez extraordinaires qui avaient été jusque-là cantonnés dans les périodes d'état d'urgence. Ça a été la loi de sortie de l'état d'urgence. Et en particulier avec cette possibilité tout à fait extraordinaire d'assigner quelqu'un à résidence sans décision préalable d'un juge judiciaire, ce qui est quand même directement contraire à notre tradition. Et puis, à partir de là, un mouvement par lequel on a autorisé, enfin on a fait passer une loi qui en réalité permet au gouvernement de choisir les manifestants qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas dans la rue, sur décision des représentants du parquet. Et enfin, une loi visant à confier à des opérateurs privés le soin de limiter la liberté d'expression. Donc oui, nous sommes sur une pente tout à fait fâcheuse. J'aimerais qu'on arrive à qualifier ensemble ce moment tel que vous, en tout cas, vous l'interprétez. On va écouter les mots du député centriste Charles de Courson. C'était dans l'hémicycle en janvier dernier, autour des débats de la loi anti-casseurs. Ce texte est fondamentalement anticonstitutionnel, puisque une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption. Bon, on va lui interdire des raisons sérieuses de penser, mais qui apprécie les raisons sérieuses, l'autorité administrative, allons-y, de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous ? Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui. Vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, et vous, François Sureau, dans votre ouvrage de 2017 pour la liberté, vous parliez d'un univers pré-totalitaire. Alors là, on en est où ? Est-ce que là, il y a abus de langage pour vous dans cette comparaison avec Vichy de la part de Charles de Courson ? Alors, il n'y a pas abus de langage. Je crois que d'abord, je tiens à dire que Courson restera, et ça restera pour moi une surprise d'ailleurs, enfin pas à cause de Courson que je ne connais pas, mais Courson restera comme l'un des grands moments de la République. J'ai vu avec effarement la totalité des digues sautées. Les gens du Nouveau Monde ont fabriqué des trucs dont même les séides les plus éprouvants du président Sarkozy n'avaient pas rêvé, avec une bonne conscience,
avec un allant, avec une facilité à reprendre les raisonnements de l'administration répressive et de la police qui sont absolument sans exemple. Il a fallu qu'un député centriste tout seul vienne leur dire « réveillez-vous ». Quand Courson dit c'est Vichy, il ne parle pas, et ça montre d'ailleurs les protestations que vous entendez en arrière-plan, montrent absolument le degré d'inculture historique et d'inculture constitutionnelle auquel les soutiens de ce gouvernement sont parvenus. Parce que, en fait, Courson, qui est un type très précis, ne parle pas du Vichy des lois raciales. Il parle d'un Vichy tout à fait différent, qui était collé à l'autre, et qui était le Vichy des lois antiterroristes, c'est-à-dire de la possibilité d'arrêter des gens pour présomption d'actes de résistance. C'est ça dont il est question. Et ça, c'est très préoccupant. Oublions Vichy dans son rapport avec les lois raciales et la Shoah. Gardons Vichy dans l'affaire de la présomption. Cette question, et c'est là où je pense que ça devrait nous conduire à regarder non pas simplement la totalité, ce qui se passe à l'heure actuelle, mais la totalité de notre histoire politique et constitutionnelle en face. Cette présomption, en réalité, c'est une tentation permanente des gouvernements français. Alors ça, c'est une chose qu'il faut bien voir. C'est-à-dire que nous avons en fait l'idée, vous et moi probablement, assez convenus, il m'a fallu personnellement un certain temps pour m'en libérer, que globalement, on était des types assez bien. Depuis le début de la Troisième République, on est des types plutôt pas mal, on est une collection de nationaux plutôt bien. Et puis de temps en temps, il y a des trucs horribles qui se passent. Alors il y a Vichy, il y a un peu d'état d'urgence, il y a Sarkozy et Guéant, il y a Manuel Valls, et puis alors successeurs, et puis tout ça c'est pas bien, mais globalement ce pas bien sont simplement des coups de canif dans un contrat raisonnable. Ben, c'est pas du tout ça notre histoire. C'est pas du tout ça. Notre histoire, c'est que, comme disait Clémenceau, on a commencé par proclamer les droits de l'homme, et puis juste après, on a érigé une guillotine place de la Concorde. Et Clémenceau n'était pas un anti-républicain, hein, mais c'était certainement l'un des esprits les plus raides et les plus fermes sur la liberté publique qui soit. Qu'est-ce qui s'est passé, au fond, depuis la Révolution française? Nous n'avons pas cessé, parce que nous considérions, en réalité très profondément, que l'État était le seul vecteur et le seul instrument possible de la volonté générale, nous n'avons cessé de soumettre le citoyen à l'État. En dehors de la loi sur la presse, de la loi sur l'association, en dehors d'un court moment de la Troisième République, en réalité, nous avons vécu dans le contrôle administratif. Le contrôle administratif de la terreur, celui du directoire, celui des deux empires, un court moment de bon en 1948, puis on passe au Second Empire, et sous la Troisième République, un moment de grâce qui a duré 30 ans. Et puis sous la Quatrième République, avant-guerre, on commence déjà à limiter les libertés parce qu'il y a toutes sortes de menaces qui se profilent. Sous la Quatrième République, il y a les guerres coloniales avec leur cortège d'infamie, y compris juridique. Et puis la Quatrième République est un régime raisonnablement autoritaire à ses débuts, où il faut attendre 1971 pour qu'on puisse accepter l'idée de contrôler une loi par rapport au contenu de la Déclaration des droits. En réalité, notre manière de penser la liberté est une concession. Vous savez que Maritain dit quelque part, quand on écoute il écrivait ça pendant la guerre, quand on écoute un homme politique parler, il faut toujours voir ce qu'il met en premier, ce qu'il met en second. Par exemple, si quelqu'un vous dit « la liberté c'est bien, mais la sécurité ça compte », vous pouvez être sûr que ce dont il parle, c'est la sécurité. S'il vous dit la sécurité, c'est bien, mais la liberté, ça compte, vous pouvez être sûr que ce dont il vous parle, c'est la liberté. En fait, assez continuellement, à part quelques brèves périodes de la Troisième République, la France est un pays dans lequel la liberté, c'est bien, de préférence dans un texte qu'on ne lit pas, mais la sécurité, ça compte. Et alors celui qui dit ça, en tout cas qui l'a dit récemment parce qu'il est loin d'être le seul, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. On a engagé aussi une loi sur la question de la sécurité pour faire en sorte qu'on puisse garantir les meilleurs moyens de lutter contre le terrorisme. Mais on voit bien que là encore, on est confronté à un certain débat et à un certain angélisme en disant « Ah oui, mais certaines mesures menacent nos libertés ». Moi, je considère que rien ne menace ma liberté si ça permet de lutter efficacement contre le terrorisme. Alors la difficulté, c'est que l'état d'urgence concerne tout le monde. Vous, moi, le public qui est derrière moi. Et normalement, on n'a pas vocation à être demain terroriste. Et donc là, ce que l'on veut faire, c'est garder des mesures qui ont montré leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme, mais exclusivement sur la question du terrorisme, exclusivement sur ce sujet. Parce que le syndicalisme, par exemple, n'a pas à être menacé par l'état d'urgence. Parce que le militantisme, et on l'a vu sur certaines grandes manifestations d'altermondialistes, n'a pas à être menacé par l'état d'urgence. C'est le cas aujourd'hui, nous voulons y mettre un terme. Donc moi, je pense que c'est une mesure de liberté que de faire en sorte qu'on puisse sortir de l'état d'urgence, qui a montré son efficacité, mais qui a montré aussi certaines fragilités,
responsabilité et qu'on puisse aller par une loi qui, au 1er novembre, quand nous sortirons de l'état d'urgence, permettra de s'y substituer avec les meilleures garanties. Ce n'est pas toutes les garanties. Avec les meilleures garanties, c'est tout le travail que mène Gérard Collomb aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les garanties parce que je ne vous dirai pas et personne ne vous dira que grâce à une loi, on empêchera le terrorisme. Alors là, c'est le Christophe Castaner, pour être honnête, en 2017, porte-parole du gouvernement, pas encore ministre de l'Intérieur, autour de la loi sur la sécurité intérieure qui est entrée en vigueur cette même année. Reste que aujourd'hui, c'est encore le discours qu'il tient, c'est celui qu'avait aussi Manuel Valls à l'époque. On peut dire que le ministre de l'Intérieur, en voulant garantir et privilégier la sécurité, est dans son rôle. La question est, que fait le garde des Sceaux? Que fait la justice? C'est elle la gardienne des libertés. Vous posez là une question absolument fondamentale. Que le ministre de l'Intérieur vienne déclarer que la sécurité avant tout, parce qu'il joue sa carrière ministérielle là-dessus et sur rien d'autre, me paraît absolument compréhensible. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait, au fond, de tout à fait normal. Ce qui est très frappant, c'est que nous avons vu se développer un ordre constitutionnel et politique dans lequel les freins à cette activité du ministre de l'Intérieur sont extrêmement déficients. C'est-à-dire, non seulement les gardes des Sceaux ne protestent pas, le Parlement et les commissions des lois avalent tout ce qui est possible d'avaler, l'opposition se tait et reste muette. Et je pense que l'état des libertés est une chose qui est insuffisamment relevé, je pense, à avoir avec la déficience de notre mécanisme constitutionnel. Le quinquennat, en réalité, a créé un système où la totalité des pouvoirs se trouve concentrée dans une seule personne, le président de la République, réduisant à peu de choses les fonctions de membres du gouvernement, à peu de choses les fonctions même de Premier ministre, et la totalité de la vie politique, y compris de la vie parlementaire, y compris des vies des commissions, sont entièrement ordonnées au quinquennat et à ce qui suivra, c'est-à-dire, pour parler crûment, aux chances ou pas du président de la République d'être réélu. Ça n'est pas un système qui est propice ni au débat politique, ni au débat sur les libertés, ni à l'émergence de contre-pouvoirs. Et ça, c'est une question extrêmement préoccupante. Ce qui est très frappant quand vous regardez en détail la pratique de ce qui s'est fait en matière de législation, les lois sur le renseignement, les lois antiterroristes, la loi de sortie de l'état d'urgence, c'est de se rendre compte qu'en réalité, il s'agit presque d'un débat qui traverse la pensée du ministre de l'Intérieur lui-même. Alors, quand le ministre de l'Intérieur est raisonnablement foutra, qui veut fourrer tout le monde au ballon, et quand le ministre de l'Intérieur est un tout petit peu plus préoccupé de questions de liberté publique, il s'efforce de limiter sa propre action, ce qui est vraiment le signe d'un dispositif constitutionnel qui, au fond, ne peut pas fonctionner de manière valable. Alors, j'ajoute que derrière tout ça, il y a en arrière-plan deux choses qui doivent être notées. La première chose, c'est que nous n'avons fini par penser à ça en termes administratifs. Quand vous entendez un ministre de l'Intérieur parler, il dit tout ça c'est très bien, alors je respecterai la Constitution. Mais il ne s'agit pas de la Constitution, il ne s'agit pas d'un texte, il s'agit de notre esprit, il s'agit de ce que nous sommes, il s'agit de la liberté. Il s'agit de la liberté qui comporte un prix. La liberté, au fond, est ce qui nous fait agir dans l'histoire depuis très longtemps, peut-être depuis la Renaissance, au prix de choses parfois extrêmement pénibles, tout aussi pénibles que le terrorisme. Et croyez bien que j'ai horreur du terrorisme et que je déteste qu'on brise des vitrines. Mais la liberté, c'est celle-là. C'est ce qui nous fait avancer au travers des révolutions, au travers de la Commune, au travers des guerres coloniales, au travers d'affrontements parfois extrêmement violents, ce qui nous fait avancer vers une société meilleure. L'idée selon laquelle il faudrait en réalité considérer la liberté comme n'ayant que des inconvénients ou n'étant simplement qu'une liberté personnelle de se déterminer dans sa propre vie sans rapport avec la construction d'un ordre politique est une des choses qui me frappe le plus à l'heure actuelle comme manifestant le déclin de l'idée de la liberté. Dans les propos, pas ceux que vous avez prononcés, que vous avez cités de Castaner, mais dans d'autres propos, il y a très souvent cette idée que au fond, d'une part, la sécurité est la première des libertés. Bon, il est évidemment absurde, parce que ça veut dire qu'on n'a jamais rien vu de plus libéral que le Moscou de Staline, où la sécurité était assurée de manière absolue. Bon, cette idée est absurde, rangeons-la dans un coin. Mais il y a aussi cette idée qu'au fond, la liberté des méchants n'a pas ou n'est pas susceptible d'être garantie en quelque manière que ce soit. Bon, eh bien, il y a deux problèmes là-dedans. C'est comme celui qui définit qui est le méchant, c'est le gouvernement lui-même. On ne peut évidemment pas accepter ça parce que ça veut dire que le gouvernement fait varier lui-même l'éventail des opinions politiques admissibles. Ça, c'est tout à fait évident. Et puis, ça veut dire aussi autre chose. C'est que quand on dit ça, ce qu'expriment les gens, vous savez, quand ils vous parlent, ils vous disent « mais ça m'est égal qu'on ne puisse pas consulter les sites terroristes à peine de sanctions pénales puisque je ne vais pas les voir ». La liberté politique est une liberté qui, au fond, se fonde sur le désir de chaque citoyen de voir respecter la liberté de l'autre citoyen. Pas la seule propre.
S'il s'agit de respecter sa propre liberté à soi en se fichant de celle des autres, en réalité, nous ne sommes plus dans l'espace de la liberté, nous sommes dans l'espace des droits individuels. Nous sommes dans le monde purement libéral de la jouissance individuelle de son propre droit. Alors que la liberté politique, c'est sans cesse prendre en considération l'effet qu'a sur le climat créatif, historique d'une société, la prise en considération de la liberté des autres. Et c'est ça que nous voyons disparaître sous nos yeux. Mais qu'est-ce que vous dites du coup à propos des manifestations, notamment des casseurs, de l'infiltration de certains défilés par les Black Blocs? Est-ce que vous dites du coup on le laisse faire, c'est leur liberté, mais comment Non, mais assurer au contraire la liberté de ceux qui veulent aussi manifester pacifiquement? On l'a encore vu samedi, pas celui-là, celui d'avant, avec une marche pour le climat qui a été à un moment aussi saisie de ces soubresauts de violence qu'on trouve dans les dernières manifestations depuis un an, des manifestations comme Greenpeace qui ont appelé à sortir et à quitter le défilé. Comment faire pour que le droit de manifester, cette liberté-là en France, reste intacte et préservée? Alors, d'abord, je pense que ça serait une solution de gribouille, au sens propre du terme, que de dire que la seule manière, parce qu'il y a des risques d'affrontements violents, de préserver cette liberté de manifester, consiste à confier au gouvernement le choix de choisir les manifestants. Parce qu'aujourd'hui, il choisit les Black Blocs et demain, il choisira quelqu'un d'autre et la liberté est morte. Donc déjà, je pense qu'il faut poser en principe, même au prix d'affrontements, même au prix de choses difficiles, même au prix de choses qui nous blessent, le fait que le gouvernement ne doit pas avoir la possibilité de choisir ses propres manifestants dans la rue. Ensuite, il peut y avoir des débordements. S'il y a des débordements, la justice pénale est là pour les réprimer. Et toute autre solution aboutit exactement au contraire de ce que nous avons voulu écrire dans la Déclaration des droits, c'est-à-dire que la liberté est un principe et la restriction à la liberté une exception. Si vous sortez de ce domaine, consistant à dire qu'avant l'acte violent, il n'y a rien, mais qu'après l'acte violent, vous pouvez les retrouver et les punir. Si vous sortez de ce domaine-là, vous rentrez dans un domaine où on assure la pacification apparente de la société par un contrôle administratif presque total. Ça s'appelle le totalitarisme. Il y a des contrôles préventifs, c'est ça que vous pointez du doigt aujourd'hui? Alors, je pointe du doigt le fait que ces contrôles préventifs soient des contrôles individuels. Encore une fois, ce qui me trouble dans l'espèce de course à l'abîme, si vous voulez, des gouvernements depuis 10 ans, c'est que notre droit permettait tout à fait d'éviter ça. Et par exemple, vous savez que depuis 1930, la jurisprudence administrative française permet absolument à un préfet d'interdire une manifestation sur la totalité d'un territoire s'il y a des risques de débordement. C'est l'arrêt Benjamin, ça existe, tout le monde le connaît, et l'entre-deux-guerres était une période particulièrement violente aussi. Eh bien, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de faire ça, parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'interdire une manifestation quand elle risque de dégénérer, parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'une annulation par le juge, on préfère faire du filtrage individuel de manifestants. Le filtrage individuel des manifestants est contraire à notre ordre constitutionnel. C'est d'ailleurs ce que le Conseil constitutionnel a déclaré quand il a annulé cette disposition de la loi anti-casseurs. Et vous dites qu'il y a aussi un problème pour vous aujourd'hui dans le maintien de l'ordre. Est-ce que du côté de la police, il y a une perte de savoir-faire ou une instrumentalisation politique de la police? Honnêtement, mercredi, on a une marche nationale de la colère des policiers. On a des manifestants qui sont aussi, pour certains, frileux à aller manifester, et on peut comprendre pourquoi, vu les violences qui a pu se produire dans les dernières manifestations. Qu'est-ce qui se joue en ce moment entre les Français et leur police? Ma position est nécessairement superficielle. Je ne suis pas du tout un spécialiste du maintien de l'ordre et je suis un flâneur dans Paris qui se promène et qui observe un certain nombre de spectacles. Les observants, je suis quand même frappé de quelque chose à mes yeux de très fâcheux, qui est la diminution de la civilité républicaine. Je cite dans mon livre cet exemple où, traversant la place de la République, alors qu'il y avait 200 ou 300 manifestants qui manifestaient pour la mort de Steve, qui était tombé dans la Loire et qui était mort, il y avait un nombre équivalent ou supérieur de policiers armés avec un fusil d'assaut que j'ai vu à de nombreuses reprises sur les théâtres d'opérations extérieures. Et tout d'un coup, ça m'a saisi. Quel est au fond ce pays, quel est cet État qui, pour encadrer une manifestation totalement pacifique, utilise des armes de guerre? Car enfin, quand un soldat ou un policier porte une arme de guerre, c'est pour s'en servir, c'est pas juste pour faire joli. Et si c'est pour s'en servir, il faut voir qu'on s'en sert avec du 5,56 mm qui tire 750 coups minute par rafale. C'est-à-dire qu'on fait 200 morts. Alors, ou bien c'est pour s'en servir et c'est odieux, et c'est inadmissible, ou bien ça n'est pas pour s'en servir. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sauf un pur désir d'intimidation.
Et ceci me paraît manifester une dérive dont je ne sais pas quoi. C'est très facile de critiquer. Je ne vais pas dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui ceci ou le préfet de police. Etc. Ça me paraît manifester une dérive qui doit être analysée peut-être plus profondément. Ce qui me frappe, c'est que, au fond, pour le dire vite, toute société est habitée par le mal. Elle est habitée par le mal. Il y a un mal irréductible. Les Black Blocs, des gars qui veulent foutre le feu partout, les terroristes. Il y a un mal irréductible. Le travail des institutions civilisées et des institutions représentatives et de la démocratie en particulier, c'est de faire rentrer ce mal irréductible et ses passions dans une boîte acceptable. Ce qui se passe à mes yeux en ce moment, c'est que tout advient comme si nous ne pouvions plus supporter l'existence du mal. Comme si nous ne pouvions plus le supporter à l'intérieur de nos sociétés. Soit parce que nous n'y trouvons plus la possibilité d'une explication théologique, puisque globalement on a cessé de croire aux explications théologiques, soit parce que nous ayons cessé de croire à la possibilité pour nous de créer une société qui, d'une certaine manière, réduise la quantité de mal disponible. Et ceci explique un très grand nombre de choses. La rétention de sûreté, par exemple, où vous pouvez garder un type en prison après qu'il a fini de purger sa peine, ce qui est contraire à tous nos principes, simplement parce que nous pensons qu'il ne faut pas remettre en liberté une occasion possible de mal. La déchéance de nationalité qui avait été envisagée par le gouvernement précédent et qui en fait consiste à dire que ces terroristes ne peuvent pas nous appartenir puisqu'ils font le mal radical. Eh bien si, ils nous appartiennent. Ce sont les nôtres et ils font le mal radical. Et maintenant, une pensée qui consiste à dire que, après tout, pour prévenir le mal que constituent l'émeute, le débordement, le risque, il vaut mieux, en réalité, permettre au gouvernement d'établir une société entièrement pacifiée en la contrôlant. Et c'est la même chose sur les discours de haine sur Internet. C'est nous qui sommes en demande de cela. C'est Oui, nous qui demandons cela au gouvernement. Je pense que ou c'est le gouvernement qui a peur de sa jeunesse, dans le cas de Steve et de cette mobilisation que vous racontez Place de la République, qui a peur de ses gilets jaunes, qui a peur de ces marcheurs pour le climat? Alors je pense qu'il y a deux choses. Je pense que nous le demandons, d'abord. Je pense que c'est trop facile d'accuser le gouvernement. C'est-à-dire que je pense que nous le demandons, et je pense que nous le demandons pour deux raisons. Je pense parce que, devenu profondément individualiste, au fond, ça ne nous gêne pas que la liberté des autres soit brimée dès lors qu'on respecte la nôtre propre. C'est-à-dire que nous avons perdu le sens de la composante proprement politique de la fraternité de la devise républicaine, qui est une notion de fraternité politique. Donc je pense qu'il est de fait que la société politique est en train de disparaître. Cette société où on se soucie avant tout de la liberté d'autrui est en train de disparaître. Donc il y a cette demande-là. Il y a aussi une sorte de demande que je sens, mais de manière diffuse, plutôt comme un écrivain, comme un commentateur politique, mais qui est la formidable pression de l'univers social pour la perfection. Pour la perfection individuelle. Voilà. Et c'est vrai que mener une vie heureuse, dans toutes les configurations, dans tous les cas de figure, l'impossibilité de supporter le mal et le malheur, cette espèce d'injonction d'être heureux, d'être compétitif, d'être adéquat, d'être perfectionné. Et à cette injonction s'oppose l'existence du mal résilient, les gens qui ne veulent pas, les gens qui veulent être ailleurs, les gens qui veulent être différents. Et ceci nous pose un problème. Donc je pense qu'il y a une demande sociale. Maintenant, si on le prend du côté des gouvernements, je pense que c'est assez simple. Il y a un défaut d'équilibre institutionnel, comme on le disait tout à l'heure. Et puis je crois aussi qu'il y a simplement une pente de peur qui est tout à fait réelle et qui est due à l'extrême concentration du pouvoir sous la Ve République, où au fond, la charge de l'autorité publique repose sur un très très petit nombre de personnes. En l'espèce, un président de la République, un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur. Très peu de monde. C'est une situation très inédite en Europe, où les pouvoirs sont plus répartis et plus déconcentrés. Et puis enfin, un troisième mouvement, qui est la seule possibilité pour un gouvernement dont les Français savent qu'il n'a que très peu d'actions possibles sur leur vie, de faire des choses qui plaisent aux gens et qui est d'assurer la sécurité. Citoyens, tant que nous le restons, nous devons accepter de prendre sur nous une large part des fautes de ceux que nous nous sommes donnés pour nous diriger. Il n'y a pas deux ministres de l'Intérieur. Il dépend à la fin de nous que ceux qui gouvernent et répriment puissent ou non aller jusqu'au bout de cette inclinaison à l'autoritarisme qui est le lot de tout pouvoir, raison pour laquelle nos constituants ont voulu précisément que les pouvoirs fussent séparés, extraits de Sans la liberté. D'ailleurs, nous pourrions en profiter pour réciter tous ensemble la déclaration. Le préambule. Le préambule est tellement magnifique. Le préambule, c'est ce qui nous manque. Vous vous souvenez du début du préambule? Alors attendez, on fait ça. Je donne juste l'heure. Ouais. Pendant ce temps, vous respirez, vous buvez une gorgée d'eau parce que vous avez un petit peu de tout et je vous laisse la parole. Parfait. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. À vous, François Sureau. Le peuple français, constitué en Assemblée nationale,
considérant que l'oubli et le mépris des droits imprescriptibles et naturels de l'homme sont la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, a résolu de les exposer au monde dans une déclaration solennelle. Voilà. Le titre de ce tract que vous publiez, François Sureau, dans la collection Tract donc de chez Gallimard, est inspiré de Chateaubriand. Sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. Vous nous traitez tous, autant que nous sommes un peu d'enfants gâtés en ce moment, avec cette idée que la liberté n'est plus un projet. Pour vous, comment interprétez-vous ce mot? Quelle est votre idée de la liberté? C'est la vie. Et je vais vous dire, vous vous souvenez des Enfants du paradis de Marcel Carné? Il y a un moment où les acteurs demandent à Arletty, il lui dit « Vous êtes belle ». Et Arletty lui répond « Je ne suis pas belle, je suis vivante ». Et au fond, j'ai souvent pensé à ça. C'est la liberté qui nous rend vivants, nous, en tant que Français, en tant que nation, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux. C'est la liberté qui nous rend vivants. S'il s'agit d'établir la société des Aztèques, où, au fond, nous craignons le déferlement et le retour des forces du chaos, et nous voulons des policiers partout pour nous en préserver, et nous pensons que la sûreté et la sécurité absolue sont la seule valeur qui tienne, eh bien, créons la société des Aztèques, mais cessons d'être Français. On ne sera jamais aussi bon que des Chinois dans le contrôle administratif. Et c'est quoi être vivant pour une femme ou un homme comme pour une nation? C'est se tromper. Nous sommes souvent trompés. Nous avons fait la colonisation, une décolonisation médiocre. Nous avons eu des régimes variés. On n'a pas fait ce qu'il avait fallu. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons continuer à nous aimer, l'une des raisons pour lesquelles les gens continuent à nous aimer, c'est ce caractère vivant. Ce caractère vivant ne dépend que d'une seule chose, qui est la liberté. Il y a une chanson de Béranger magnifique qui s'appelle « À mes amis devenus ministres ». Bon, alors c'était Béranger, tout le monde le prenait pour un très très grand poète au 19e, même Hugo. Cette chanson est magnifique, « À mes amis devenus ministres », quand il dit « De vos palais, souffrez donc que je sorte. La liberté s'offre à moi pour soutien. Je vais chanter ses bienfaits dans la rue. En me créant, Dieu m'a dit ne sois rien. Je vais chanter ses bienfaits dans la rue. En me créant, Dieu m'a dit ne sois rien. » Voilà. C'est ça qui est vivant. C'est pas de chasser la circulaire et les modifications constitutionnelles. Et comment fait-on pour être vivant? Parce que c'est peut-être le plus difficile, François Sureau. Il y a eu la révolution visiblement pas libérale d'Emmanuel Macron, pour reprendre le titre de son livre programmatique. Comment fait-on une contre-révolution? Je crois qu'on devrait la faire au fond... pas de conseil à donner, je crois que ça dépend vraiment de chacun. Peut-on susciter l'amour? Il y a une phrase de Molière comme ça qui va paraître très antiféministe aujourd'hui, où il dit « La grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour ». Voilà. Eh bien, je trouve que ça devrait être la même chose pour nous, pour chacun d'entre nous. Notre grande ambition devrait être... quand on se parle entre nous, quand on parle à tout le monde, quand on parle à nos enfants, quand on parle aux enfants des autres, quand on parle à ceux qui ne sont pas français, d'inspirer l'amour de la liberté. Je pense que c'est une action individuelle, je pense que c'est quelque chose de très intime, je pense que c'est quelque chose de très profond. Nous devrions avoir une oreille plus fine pour ceux qui ne sont pas prêts, n'aiment pas, ne veulent pas, ont peur d'eux. Laisser parler entre eux ce sentiment de la liberté qui est au fond aussi puissant que le sentiment de l'amour et sans lequel il n'y a effectivement pas grand-chose. Parce que l'expression de ce sentiment, c'est notre honneur collectif. On a beaucoup parlé ces dernières années d'identité nationale en oubliant, on en parlait sous Sarkozy, on parlait d'identité nationale comme s'il s'agissait de Camembert ou de lire les œuvres de Maurice Barrès ou de se fonder sur une ethnocentricité particulière. Mais au fond, notre identité, c'est celle-là. Et c'est à la fois celle de Cyrano, de Larourie et du colonel Rossel. Eh bien, il faudrait se replonger dedans comme dans un bain de jouvence. Merci beaucoup à vous, François Sureau. Sans la liberté, c'est le titre donc de votre court essai paru dans la collection Tract chez Gallimard. Merci à vous et merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse, toujours très précieuse, de François Bréhus et de Sophie Marty. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Jean Frédéric, et à la vidéo, c'était Morgane Danan. Très bel après-midi à tous sur France Culture.